Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce vendredi 26 mai. Dans cette édition, partez aux côtés des forces de l'ordre et des pompiers aux arènes de Metz. 200 personnes se sont entraînées au cœur d'un exercice interministériel dans le cadre de grands événements sportifs. Ils pédalent tous les jours pour nous livrer nos repas, mais qui sont-ils et comment travaillent-ils vraiment? Plein phare sur ces livreurs à vélo qui sillonnent la ville au détriment parfois de leur sécurité. Et puis vous découvrirez la jeune Lady Katsan, candidate en lice pour Miss Pin-Up Grand Est, à J-1 de l'élection. Nous l'avons rencontrée à Sainte-Marie-aux-Chênes. Et en attendant, le bleu sera la couleur dominante dans le ciel ce week-end. Grand soleil ce samedi avec des températures entre 10 et 25 degrés. Et puis c'est un projet de grande ampleur qui continue d'avancer, le projet Lysée à Montigny-lès-Metz, une nouvelle zone d'habitation qui vient de recevoir un label écoquartier. Pour comprendre les enjeux autour de ce label, nous donnerons la parole à Jean-Luc Baule, maire de Montigny-lès-Metz. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve d'ici quelques minutes, le temps de développer les titres. Visite ministérielle ce matin auprès des collégiens des Hauts-de-Blémont à Metz-Borny. Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation, était en déplacement pour découvrir cet établissement labellisé Cité éducative depuis 2021. Vacances apprenantes, devoirs faits, stages de réussite, liens avec les familles lors de groupes de discussion. Les dispositifs ont été détaillés au ministre, démontrant ainsi une belle articulation entre la vie scolaire et la vie extrascolaire de chaque enfant. Une priorité dans ce quartier qui montre donc l'exemple en matière d'accompagnement, de suivi des familles, mais également dans la transition entre le primaire et la classe de 6e. Ici, les deux niveaux sont intimement liés puisqu'enseignants et professeurs des écoles travaillent dans les deux structures et assurent une continuité dans les savoirs fondamentaux. Un modèle que le gouvernement souhaite étendre pour proposer une nouvelle classe de 6e à la rentrée. Écoutez. Donc cette question sur laquelle nous travaillons tant avec la nouvelle 6e, eh bien, elle est travaillée ici depuis plusieurs années de manière à faciliter la transition, le passage du CM2 en 6e, dont on sait que c'est un passage qui est souvent délicat pour les élèves, en particulier celles et ceux qui ont des fragilités. Vous savez que l'année prochaine, nous instituons une heure d'approfondissement et de soutien en français et en mathématiques pour travailler sur des questions spécifiques et régler un certain nombre de problèmes que les élèves peuvent avoir. Et bien dans ce collège, c'est une démarche qui est mise en place déjà depuis plusieurs années. Au fond, avec la nouvelle 6e, on généralise des pratiques qui existent déjà à l'échelle locale, comme par exemple dans ce collège. C'est un collège dans lequel les équipes sont surinvesties parce que nous accueillons des élèves souvent issus de milieux très défavorisés, je crois qu'il faut dire les choses, qui ont souvent moins que les autres à certains moments, donc à qui on se doit d'apporter plus. Donc on a des équipes qui sont dans une proposition, une réflexion pédagogique d'une très grande qualité, ce qui nous permet d'avoir pu présenter aujourd'hui à Monsieur le Ministre des projets qui vont tout à fait dans le sens des annonces pour la classe de 6e à la rentrée 2023, mais que nous expérimentons déjà au niveau du réseau d'éducation prioritaire renforcé depuis de nombreuses années. Vous l'avez vu dans les titres, c'est un exercice grandeur nature qui s'est tenu aujourd'hui aux arènes de Metz. Tous les services de sécurité de la région se sont réunis pour se préparer en cas d'attaque terroriste chimique. Le tout dans le contexte de la prochaine Coupe du Monde de rugby et des JO 2024, car les forces vives de Moselle pourraient venir en aide à d'autres régions lors de ces grands événements sportifs. C'est un reportage de Jonathan Vaucher. Attentat aux arènes de Metz. Du gaz sarin a blessé des dizaines de personnes. Le raid neutralise les terroristes pendant que les secours prennent en charge les victimes. Près de 300 personnels du SAMU, des pompiers, du raid ou des démineurs se sont coordonnés dans un exercice grandeur nature. Le but, réagir rapidement sur un attentat de type NRBC. Le risque NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, est un risque particulier, complexe, rare. C'est un risque qu'on estime être très faible, mais dont les conséquences sont très importantes. Et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer au mieux. Évidemment, personne ne le souhaite, mais lors de grands rassemblements, c'est une hypothèse qui doit être travaillée. 2 fois par an, cet entraînement interministériel se déroule dans la zone de défense Est.
À l'approche des grands rendez-vous sportifs en France, les arènes de Metz ont été choisies pour répéter le scénario d'attaque dans une enceinte sportive. Si l'événement indésirable a une portée importante avec de nombreuses victimes, eh bien les moyens du département ne suffiront pas, il y aura des renforts. Et donc il faut aussi apprendre à se connaître entre les départements. Il n'y a pas de site d'épreuve en zone Est, il y aura des sites d'entraînement des équipes, il y aura le parcours de la flamme bien sûr. En revanche, au regard de la sécurisation de ces sites, nous savons que les services seront sans doute sollicités en renfort pour du prépositionnement sur le site des épreuves. En plus des entraînements dans chaque département, l'exercice zonal reprendra à Dijon en septembre prochain. De son côté, Gilles Feiss, PDG de Luxair, était de passage au Cercle des Parèges ce matin. L'occasion pour nous de lui poser 3 questions sur l'après-Covid, sur les objectifs de la saison prochaine et sur son regard sur l'aéroport de Lorraine. Réaction au micro de Lucie Philippot. Pour le Luxair et pour l'aviation en général, la pandémie était une très très grande catastrophe et on a essayé de relancer cette activité au mieux qu'on pouvait avec toutes les difficultés qu'on a eues dans le passage. C'était très très difficile pour nous, mais je suis fier d'avoir une équipe, un personnel de passionnés. C'est très simple. Moi, je suis économiste, je suis financier. J'aime pas voir des infrastructures qui ne sont pas utilisées jusqu'au maximum. Et j'espère que on peut trouver des modèles pour l'aéroport de Metz pour le développer davantage. Et Luxair aussi pourrait faire partie de cela pour éventuellement servir l'une ou l'autre destination. Et il faudra avoir les droits de trafic qui s'impose de les avoir à partir de la France. Mais c'est un défi qui est à prendre et pour le futur de cet aéroport et de cette grande région. Luxair a choisi de ne pas faire tout l'impact du kérosène et de tous les coûts qui sont augmentés sur les tickets. Et on le voit encore, les avions se remplissent. On voit que, et je suis content, que les gens commencent à réfléchir un peu plus tôt que dans la pandémie à prendre leurs vacances parce qu'on a beaucoup plus de certitudes. On est en train maintenant de réfléchir sur Ljubljana en Slovénie. On a Izmir, on a des belles destinations qui vont encore venir et on va renforcer aussi des destinations. L'hiver prochain, on va renforcer le Sénégal parce qu'on a une très très belle communauté sénégalaise ici dans la grande région qui sont très très contents de cette nouvelle connectivité. Dans notre grand format aujourd'hui, focus sur ces livreurs à 2 roues qui sillonnent la ville pour vous déposer vos repas. Nous les voyons passer à toute vitesse des restaurants jusqu'à nos maisons pour nous livrer nos repas, juste le temps d'apercevoir leur sac de livraison attaché à l'arrière de leur vélo. Et souvent, il leur arrive de prendre des risques démesurés pour satisfaire cette course effrénée qui rythme leur quotidien. Mais qui sont-ils vraiment et dans quelles conditions travaillent-ils? Reportage de Léa Riffaut. Midi, les vélos commencent à apparaître. Le début d'une longue journée, rythmée par les commandes et les kilomètres qui s'enchaînent. Par tous les temps, nombreux sont les cyclistes qui livrent les repas aux 4 coins de la ville. En majorité, sans équipement de protection, puisque celui-ci est à la charge du livreur, comme le vélo et le sac de transport. Avec une course payée environ 3 € par le consommateur, les livreurs gagnent en moyenne 8 à 10 € net de l'heure. Un salaire qui ne satisfait pas toujours pour un métier rarement exercé par choix. 700 €, tu payes 22% et il reste quoi? Et il y a un loyer, il y a toutes les factures qu'on paye. Après, c'est sûr qu'avec Uber, on va pas gagner des milliers et des cents. Je veux dire, je fais pas 1500 € par mois. Mais quand on a des petits besoins, un petit loyer, pas trop de frais fixes qui partent tous les mois, moi c'est très bien. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des suffisants revenus, mais pour des personnes qui veulent travailler aux débutants, c'est pas mal. Mais quand même, on arrive à vivre, on n'épargne rien. On ne garde pas rien, on garde juste pour une vie jour à jour. Pour moi, c'est juste pour attendre quelque chose qui me convient. Pas un vrai choix. D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes livreur? Je suis là pendant 12 ans. 12 ans, ouais. Des revenus aléatoires, malgré des minimums garantis par les enseignes, qui poussent les travailleurs à en faire toujours plus, au détriment de leur propre sécurité pour gagner quelques minutes. En Moselle, on ne compte pas moins de 700 livreurs. Un chiffre en évolution,
mais avec un nombre d'accidents qui reste difficile à déterminer. Une fois, je suis tombé quand il pleuvait et j'essaye de faire très attention. Quand je vois par exemple les autres livreurs, eux, ils prennent encore plus de risques que moi. Il faut être rapide, il faut livrer les commandes au temps, ne pas que ça se refroidisse. Il y a beaucoup de commandes. En tout cas, moi, il y a des feux, bon, en tout cas, je ne m'arrête pas, quoi. En tant qu'auto-entrepreneur, ces travailleurs bénéficient pourtant d'une couverture sociale prévue par la loi. Contactés par nos soins, les attachés de presse d'Uber Eats et Deliveroo nous garantissent des protections propres à leur plateforme. Tous les livreurs utilisant l'application Uber Eats en France bénéficient automatiquement et gratuitement d'une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les livreurs bénéficient d'une protection juridique gratuite que nous prenons en charge à 100%. Deliveroo, plus bref sur le sujet, nous explique. Deliveroo fournit une assurance accident, une couverture maladie et une responsabilité civile. Des formalités simples en apparence. En cas d'accident, de les joindre, de faire la demande d'assurance. En ligne, c'est compliqué. Il n'y a pas d'agence ici pour les joindre physiquement, mais sur Internet, c'est compliqué. Des conditions de travail dont semblent conscients certains restaurateurs, mais qui ne peuvent échapper à ces nouveaux modes de consommation dans un souci de compétitivité. Honnêtement, c'est plus pas une obligation de suivre la tendance parce qu'en fait ça rapporte quand même un peu de chiffres. Honnêtement, genre si on avait le choix de pas être associé à Uber, je le prendrais pas. J'ai quand même énormément de respect pour ces gens-là qui sont quand même dehors en pleine rue, tous les temps, des intempéries, dans le froid, les choses comme ça. Des plateformes rentables, mais pas toujours. Lorsqu'une réclamation est faite sur la plateforme, le remboursement dépend alors des restaurants et des solutions qu'ils mettent en place pour satisfaire le client. Alors on a déjà eu quelques retours, mais des fois c'est vrai que la livraison est assez longue, surtout quand c'est par exemple des jours fériés où vraiment les gens ils commandent beaucoup. On expose le problème soit à Uber Eats, soit au client, et puis on essaye de trouver un arrangement directement à l'amiable. Malgré certains avantages, comme le versement du salaire de manière hebdomadaire, le métier de livreur est jugé précaire, destiné bien souvent à de jeunes hommes sans situation fixe. Une conjoncture que les plateformes de livraison tentent de contrôler, mais qui reste bel et bien réelle. Rien de prévu pour ce week-end, alors prenez quelques notes. Voici notre sélection. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors dites-nous tout, que peut-on faire ce week-end? Alors on en profite pour aller admirer l'exposition Louis de Funès à Vic-sur-Seille. Vous allez me dire, on en a déjà parlé puisqu'elle a débuté le 4 février dernier. Mais cette fois-ci, l'exposition vit ses dernières heures. L'événement devait se terminer ce dimanche et elle va être exceptionnellement prolongée jusqu'au lundi 29 mai inclus. Sur place, près de 150 archives retracent la vie du comique préféré des Français, de sa mythique barbe dans les aventures de Rabbi Jacob à ses fameux gants, casques et palmes utilisés dans le Gendarme se marie. En 4 mois, plus de 12 000 personnes ont découvert l'exposition. Mais alors, qu'en pensent les fans de Louis de Funès? On en avait interviewé quelques-uns lors de l'ouverture en février dernier. Je suis très fan de la soupe aux choux, donc j'étais très contente de voir donc, ce costume. C'est chouette de voir le costume de Rabbi Jacob. Après, moi, je suis une grande fan de la Folie des Grandeurs. Et puis, ça m'a bien plu de voir la machine infernale. Et puis aussi, les vraies affiches quand le film est sorti. Ça nous replonge dans les films, pour moi, en tout cas, de mon enfance, que j'ai adoré regarder à l'époque avec mes parents et mes sœurs. D'un point de vue comique, il a traversé justement les époques et même encore les jeunes d'aujourd'hui continuent à regarder, à rire. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel. L'exposition Louis de Funès à Vic-sur-Seille est visible de 10h à midi et de 14h à 18h jusqu'au lundi 29 mai. C'est donc gratuit pour les moins de 6 ans, 5 € pour les moins de 12 ans et comptez 10 € pour les adultes. C'est l'occasion de soutenir également les quelques bénévoles passionnés qui n'ont pas chômé pour faire vivre cette exposition, alors n'hésitez plus. Ce week-end, la Moselle sera également en fête. Effectivement, voici 2 événements gratuits pour vous occuper pendant le week-end. D'abord, la fête mondiale du jeu à Sarreguemines. C'est ce samedi à la médiathèque. Un tournoi Smash Bros est organisé de 10h à 17h et une soirée jeux de société de 17h à 1h.
Il me semble qu'il y aura également la fête du ruisseau. Effectivement, l'événement revient. Son traditionnel bal se tiendra en plein air, samedi de 19h à 23h30. Et son iconique vide-grenier se déroulera dimanche de 6h à 18h. Des animations, concerts, expositions et associations seront présents tout au long de la journée, le long du ruisseau de Vallières à Metz. Merci Emma pour cette sélection de sorties pour ce week-end et à la semaine prochaine. Sera-t-elle la prochaine Miss Pin-Up Grand Est, originaire de Sainte-Marie-aux-Chênes? Lady Katsan, alias Barbara Winter, fait partie des 10 candidates en lice pour l'élection Miss Pin-Up Grand Est organisée samedi soir à l'Héménil, en Meurthe-et-Moselle. Mais être Pin-Up en 2023, ça veut dire quoi? Alors ici c'est chez moi, bienvenue, donc c'est mon havre de paix, c'est mon petit coin à moi. Le dressing de Lady Katsan se résume à des robes vintage. On va avoir des cerises, des roses, on peut aussi avoir du srub. La pin-up aborde tous les styles, des looks glamour des années 30 aux tendances rockabilly des années 50. Je vais des fois porter, on va dire, des pièces vintage. Donc des vraies pièces d'antan que j'ai chinées ou alors par exemple des pièces que j'ai eues de ma mamie. Pour habiller ses tenues et marquer sa taille, la jeune femme a ses petits accessoires fétiches, des fleurs de corsage. Une fleur dans les cheveux, ça va bien structurer le port de tête. Et ici, on va mettre en valeur en fait le buste. Donc ça va vraiment être, on va dire, l'accessoire quasiment presque obligatoire dans mes tenues. Eyeliner, rouge à lèvres. On va dire que chaque pin-up adopte, on va dire, son rouge à lèvres rouge. Après, rien n'empêche d'utiliser un autre rouge à lèvres, d'une autre couleur. Mais ma couleur à moi, c'est le rouge. Tout est soigneusement travaillé jusqu'au bout des cils. Comme toute pin-up qui se respecte, on a évidemment les modèles de base. Donc on va avoir Marilyn Monroe, Grace Kelly ou alors Audrey Hepburn. Celle qui m'inspire le plus au quotidien, c'est Little Miss Curves sur Instagram. Elle s'appelle Rachel de son joli petit nom et elle nous vient du Royaume-Uni. Au-delà des apparences, être une pin-up, c'est avant tout un état d'esprit. Quand je me regarde dans le miroir, je vois, on va dire, la femme que je suis, la femme pour laquelle je me suis battue pour devenir. Là, je suis épanouie, je me sens belle, je me sens féminine et je me sens moi. Donc j'ai beaucoup plus confiance en moi. Depuis sa découverte de l'univers pin-up en 2018, Lady Katsan apprend à s'accepter et à se dépasser, des valeurs qu'elle prônera lors de l'élection Miss Pin-Up Grand Est. Bonne chance à elle. Un ancien site militaire revalorisé et récemment labellisé Écoquartier plein phare sur le projet Lysée à Montigny-lès-Metz. Jean-Luc Baul, bonsoir. Bonsoir. En tant que maire de Montigny-lès-Metz, pouvez-vous nous dire où en est le projet concrètement ? Écoutez, aujourd'hui, il y a déjà des habitants sur le quartier et donc 2 bâtiments ont été livrés, 3 avec l'arrivée des travailleurs sociaux de la Moselle, du département de la Moselle, dans les bureaux du général de Gaulle, s'il vous plaît. Et en effet, donc c'est le centre Moselle Solidarité qui a ouvert déjà il y a une semaine. Donc les choses avancent bien et nous en sommes très avancés dans ce que nous appelons la première phase, puisqu'il y a 3 phases successives donc, pour la construction de ce nouveau quartier. Justement, quel calendrier pour les phases suivantes? On doit s'attendre à quoi? Donc là, on est autour de 320 logements 2024. Ensuite, il y en aura 250 2024-2025 et ensuite la reste sur 750 logements donc pour 2026. Nous avons en outre un très beau projet public de médiathèque qui sera au cœur du quartier, physiquement au cœur, donc dans une ancienne longère du 19e siècle, et on aura l'occasion d'en reparler bien entendu. Alors, vous venez donc de recevoir le label Écoquartier. On a quelques images qui sont en train d'être diffusées, ainsi que le trophée de la sobriété foncière de l'Union nationale des aménageurs. Sur quels critères vous les avez reçus et concrètement,
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez, souvent, il y a des villes où on dit c'est un écoquartier. Et souvent, c'est ce qu'on appelle en bon français du greenwashing. Et nous avons voulu, de façon délibérée, avec le groupement donc, des aménageurs et des constructeurs, donc aller sur une véritable labellisation. C'est très difficile, très exigeant. Il nous faut répondre à tout un ensemble de critères très précis, avec des jurys qui viennent sur place, avec des interrogations écrites ou pas. Et en tout cas, voilà, nous avons vraiment joué le jeu et nous en sommes à la phase 2 qui en fait est une phase essentielle dans la mesure où elle permet que nous nous appelions de façon officielle donc éco-quartier. Et le prix a été remis à Paris par le ministre du Logement, Olivier Klein, qui n'a pu venir hier, mais qui bien entendu a promis qu'il passerait pour voir cette réalisation. Nous avons eu en tout cas la visite de Florian Berco, qui est maire de Laval, président de Laval Agglomération, et surtout président de la commission écoquartier au niveau national. Alors on parle d'écoquartier, ça veut dire que ce quartier Élysée répond à des enjeux écologiques, climatiques ? Absolument, sous tous les aspects. Déjà au niveau du chantier, il y a très peu de camions qui sortent de là, alors qu'il y a énormément de démolitions. Donc nous récupérons, donc on concasse sur place les matériaux, on récupère les pierres de Jaumont, on récupère voilà beaucoup de choses. On a évidemment eu à cœur avec Jean-Michel Villemotte qui a piloté au niveau architectural l'ensemble du quartier, de respecter à la fois donc l'histoire des lieux, de faire en sorte aussi qu'il y ait une mixité sociale. Donc il y a des logements sociaux, 20%, qu'il y ait également des récupérations des eaux de pluie, par exemple, et que, par exemple, nous avons innové avec notamment la mise en œuvre de béton à basse température. Donc ce sont des choses très techniques, mais qui correspondent vraiment à un enjeu. Et je salue vraiment le partage et la confiance mutuelle que nous avons avec les constructeurs qui sont vraiment engagés à nos côtés sur cette dimension à la fois de sobriété foncière, et ça c'est très important, et ça entre directement dans ce que nous appelons le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc ça veut dire que la ville se reconstruit sur elle-même et que en outre ce nouveau quartier permettra de retisser du lien entre les... Parce que, évidemment, une caserne, ça ferme plutôt et on est entouré de murs. Là, on va réouvrir et on va retisser des liens entre les différents quartiers de Montigny-lès. Et avec la mobilité douce ? Avec la mobilité douce, bien entendu. Il va y avoir un bus à haut niveau de service, Métis, que la métropole va construire dans les années qui viennent. Et bien entendu, donc on favorise en effet tous les critères qui permettent de bien vivre avec en outre une biodiversité extraordinaire avec donc ce parc public de plus d'1,5 hectare donc au total donc et plus de 500 arbres qui seront plantés enfin plus de 400 mais au total il y en aura 550 environ plantés sur ce quartier. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le quartier Élysée et à bientôt. Et pour finir cette édition, direction l'Arsenal de Metz où s'est déroulée hier une soirée d'anniversaire en grande pompe. 700 invités pour fêter les 30 ans de l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz. Ouverte en 92 au Technopôle, à l'initiative des entreprises, le SITC compte 30 ans après 1350 diplômés, sortis après 5 ans de formation pour chaque promotion. Un parcours d'études unique en Moselle qui recrute les élèves directement après le bac et qui propose des stages et des apprentissages. Alors il fallait bien célébrer ces 30 ans de continuité pédagogique dans la salle des professeurs, des entreprises, des élus, mais aussi des anciens étudiants. L'occasion également de parler d'avenir avec entre autres le remaniement des contenus des formations pour coller au plus proche de la réalité du terrain face aux enjeux numériques et écologiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Ne loupez aucune actualité en vous abonnant à nos réseaux sociaux. Pour la suite de votre programme, devenez incollable sur l'univers du handball messin dès 18h30, suivi à 19h des débats du Club de la Presse. Très bon week-end, prenez soin de vous.